Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 116e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 24 avril, il est exactement 18h27 et nous allons parler aujourd'hui de la Transat Paprec dont le départ dans son nouveau format double mixte sera donné dimanche de Concarneau à destination de Saint-Barthélemy aux Antilles. Pour m'accompagner dans cet épisode, 3 navigatrices. La première est skipper du Figaro 3 Cap-Ingélec et aura Pierre Leboucher comme co-skipper. Elle est à Concarneau. Il s'agit de Camille Bertel. Bonsoir Camille. Bonsoir Axel. La seconde a déjà 3 années de Figaro à son actif. Elle secondera Basile Bourgnon sur Edenred. Elle est du côté de Lorient ce soir. Salut Violette, c'est Violette d'Orange. Bonsoir Axel, merci pour l'invitation. La troisième accompagnera quant à elle Guillaume Pirouel à bord de Région Normandie. Elle a déjà aussi un peu d'expérience en Figaro. Il s'agit de Sophie Faguet qui est du côté de la Forêt-Fouesnant. Salut Sophie. Salut Axel, salut les filles. Eh bien, mesdames, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, un petit point sur cette Transat en double qui, de sa première en 1992 jusqu'à l'édition 2018, s'est appelée AG2R, puis AG2R La Mondiale, avant de prendre le nom de Transat Concarneau-Saint-Barth en 2021 et d'être rebaptisée grâce à l'arrivée d'un partenaire titre pour au moins 3 éditions, Transat Paprec. Un partenaire qui, avec l'organisateur OC Sport Penduic, a opéré un changement majeur pour cette course en imposant, à partir de cette édition, le format double mixte. Il devait y avoir 12 duos au départ dimanche de Concarneau. Ils seront finalement 11 car Élodie Bonafous, qui devait s'élancer avec Martin Le Pape, a dû renoncer à cause d'une blessure. Le parcours est quant à lui inchangé par rapport aux éditions précédentes avec 3 890 000 au total, soit 6 260 km et un waypoint à passer au niveau de La Palma aux Canaries. Les tenants du titre sont Nils Palmieri et Julien Villon qui avaient au passage battu le record de l'épreuve en 18 jours, 5 heures et 3 minutes. Et à noter qu'une seule femme a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve, c'est Karine Fauconnier, victorieuse en 2000 avec Lionel Lemonchois. Il y en aura donc une deuxième au terme de cette 16e édition et peut-être l'une de nos 3 invitées. On va en discuter avec elle. Eh bien, mesdames, avant de parler de cette transat, revenons rapidement sur le prologue qui s'est couru dimanche à Concarneau, un prologue qui a été baptisé Challenge Alex Picot en hommage à celui qui était le chef de projet de cette Transat Paprec et a malheureusement tragiquement disparu en novembre à l'arrivée de la route du Rhum. Violette, vous avez terminé 2e de ce challenge Alex Picot avec Basile Bourgnon, derrière Loïs Béréard et Charlotte Yvain qui se sont imposés sur Skipper Massif. Tu as dit à l'arrivée que ça portait malheur de gagner le prologue, ça veut dire que vous avez fait exprès de faire 2e ? Non, je dirais pas qu'on a fait exprès de terminer 2e, mais c'est vrai que c'est quelque chose dans la tradition
qui pour moi est important, c'est de ne jamais gagner les prologues parce que ça porte malheur et ça permet de se faire remarquer pour la suite de la course, donc c'est pas terrible. Mais non, je suis pas la seule, enfin j'ai pas le même avis que Basile. Basile lui voulait gagner, donc voilà, on termine deuxième, c'est très bien, c'était la place que j'espérais et puis ça permet de bien se mettre en jambe pour la traversée en tout cas. Est-ce que ça permet, même si c'est un tout petit parcours, est-ce qu'on commence à se regarder? Est-ce que ça permet de faire de commencer à jauger la concurrence ou c'est comment on vit ce prologue? Est-ce que c'est important un prologue? Bah, je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, pour nous, ça l'a été. Et puis, ça nous a permis de voir, oui, les 11 bateaux concurrents, un petit peu en config transat. Et ça, c'est important pour nous. En fait, on se rend compte de la taille de la flotte, aussi de la taille de la ligne de départ. Après, forcément, c'est un parcours tout petit qui a duré 1 heure. Comparé à une transat, ça a vraiment rien à voir. Et le départ sur la transat sera forcément moins important. Mais ça a permis déjà de nous mettre en jambes, je pense, et de réviser la préparation de départ, en tout cas, on va dire. Bon, on va prendre l'ordre du classement de ce prologue. On va passer à Camille. Camille, vous avez terminé quatrième de ce prologue avec Pierre Leboucher. Comment tu as vécu, toi, ce prologue? Comme le dit Violette, je pense que c'est un très bon entraînement, une bonne mise en jambe avant la transat. Effectivement, ça permet de prendre conscience un petit peu des 10 autres concurrents qui vont être avec nous, de la taille de la ligne. Et puis dans tous les cas, c'est toujours chouette d'aller sur l'eau et de voir un petit peu la zone de départ. Bon, et Sophie, on va continuer avec toi, cinquième de ce prologue, juste derrière Camille et Pierre. Comment ça s'est passé avec du côté des Normands? Bon, bah écoute, on n'a pas pris un super départ, donc on a un peu souffert auprès et après on s'est un peu enflammé sur les manœuvres, à envoyer le spi sur un tout petit bord avant d'enchaîner avec un empannage. Donc non, écoute, on s'est bien défoulé. Je crois que c'est important de se défouler et ça nous permet d'avoir une petite activité physique quotidienne. Et la deuxième chose, bon évidemment, en mot d'ordre de ce jour-là pour tout le monde, je pense que c'est de pas casser les bateaux. On s'est retrouvés sur des flottes assez denses sur les différents bords. Et puis, écoute, on a reçu nos voiles pour cette compétition il y a pas très longtemps. Donc, l'objectif était aussi de bien les observer et de remettre un peu de l'attention là où il y en a besoin. Voir que tout fonctionne bien à bord du bateau, quoi, et puis rajouter des petits points sur la job list si besoin. Donc ça reste des sorties importantes, tout comme le sera le Pro-Am avant le grand départ de dimanche prochain. Bon, ce programme, il est programmé quand? Vendredi. Vendredi, a répondu Violette. Avant de parler un peu en détail de cette transat Paprec, de comment vous êtes préparé, Camille, on te connaît peut-être un petit peu moins que Violette qui sort de 3 années de Figaro et que Sophie qui a déjà un peu pas mal roulé sa bosse sur différents circuits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivé toi en Figaro? Alors moi j'ai fait un sport-études à Brest en 420, j'étais équipière et depuis très longtemps, en fait depuis que je suis toute petite, j'ai un Vendée Globe en ligne de mire. Mais pour moi, pour y arriver, il y a des étapes à respecter. Et donc c'est pour cette raison que j'ai réalisé la mini transat en 2021. J'étais en prototype. Ça a été une transat assez compliquée parce que j'ai pas eu de pilote sur la première étape. Mais bon, je me suis accrochée et ça comptait vraiment pour moi de finir cette mini transat. Et donc suite à ce circuit en mini, en fait, je voulais plus faire de proto. Et donc la monotypie qu'il y a en Figaro m'a énormément plu et attirée. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'évoluer aujourd'hui sur ce circuit-là. D'accord. Tu étais sur l'ancien Arkema 3, hein, c'est ça? C'était le bateau à foil, c'est ça? Ouais, exactement. Sur le premier mini qui a eu des foils, le mât autoporté et tout ça. Donc c'était un mini assez compliqué, assez complexe. Et j'avais besoin de savoir moi ce que je valais en tant que skipper. Donc c'est pour ça, d'où le choix de la monotypie en fait. Ouais, tu disais que depuis toute petite, tu veux faire le Vendée Globe. Pourquoi? Il y a eu un déclic, il y a une image qui t'a marqué. Pourquoi cette envie si jeune? Moi j'ai énormément suivi les aventures d'Hélène MacArthur quand j'étais un peu plus jeune et son Vendée Globe m'a fait rêver tout simplement. Et du coup, je me suis intéressée de près à cette course-là et j'ai toujours eu une préférence pour les monocoques. Et le Vendée Globe, de traverser l'ensemble des océans, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et avec la solitude en plus.
Bon, Violette, on parlera plus tard de Vendée Globe avec toi. Toi, tu sors de 3 saisons sur le circuit Figaro. Qu'est-ce que t'as apporté ce circuit? Et, comment on sort de 3 saisons de Figaro? Bah, ça m'a permis de énormément grandir chaque année. C'est vrai que la solitaire du Figaro et puis même tout le circuit Figaro, c'est assez incroyable. En fait, c'est des bateaux monotypes et sur lesquels on fait des petites courses très difficiles puisqu'à chaque fois, c'est des petits parcours de 3 à 5 jours. Donc, on se teste beaucoup sur le sommeil, sur la stratégie parce qu'on joue dans les cailloux, dans les courants. Enfin, c'est vraiment super intéressant le Figaro. Et puis, il y a des bons centres d'entraînement aussi. Et moi, je pense que ça m'a permis de vraiment rentrer dans la catégorie professionnelle et chaque année progresser. Et bah, chaque année, j'ai réussi à gagner à peu près 10 places sur la solitaire, donc c'était vraiment une réussite. Et je pense que c'est un circuit sur lequel il faut retourner un petit peu pendant toute sa carrière pour continuer de réviser ses gammes en fait et continuer de faire des manœuvres, de se mettre dans le dur niveau sommeil, voilà. Donc je pense que c'est hyper intéressant et bah, j'ai fait 3 saisons, mais j'ai trop envie de revenir plus tard. Bah, déjà là, je reviens pour la Transat, mais plus tard après, entre-temps, entre d'autres projets, quoi. Bon, je crois que Sophie ne dira pas le contraire. Toi, Sophie, tu as déjà fait du Figaro, hein, tu as notamment participé 4 fois à la solitaire du Figaro en Figaro 2, hein, de 2014 à 2018, je crois. Ouais. Et tu as, je crois, une vraie envie de revenir sur le circuit. Pourquoi cette envie, Sophie? Bah écoute, j'ai été voir un peu ailleurs, hein, avec un tout petit peu de classe 40. Ce qui m'attire vraiment sur la classe Figaro, c'est que bah déjà il y a un circuit de régate de plus en plus varié. Où là, avec cette année 2023, on a du double mixte avec la Transat, on a le tour voile en équipage, on a la solitaire du Figaro qui reste l'épreuve phare et toujours très difficile parce que en solo. Ensuite, je pense que c'est un très bon équilibre avec le budget qu'on doit réunir, le volume d'entraînement et de navigation, le programme de régate. Je trouve que voilà, c'est vraiment un circuit qui semble à portée de main, qui est très exigeant et puis qui permet de cumuler pas mal de milles. Ouais, est-ce que comme Violette, tu estimes que c'est aussi un circuit sur lequel il faut revenir régulièrement pour réviser ses gammes, parce que c'est vraiment un circuit, comme tu disais, très, très exigeant, très homogène? Ouais, bah je pense que tant qu'on n'a pas gagné la solitaire du Figaro, ça signifie qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc c'est pour ça qu'on a certains coureurs qui reviennent jusqu'à 16 ans ou plus encore. Je pense que c'est toujours challengeant et puis en plus chaque année les concurrents évoluent, on a des nouveaux profils qui arrivent. Donc voilà, je pense on en a jamais assez quoi. On a toujours de quoi apprendre et se confronter à des nouvelles personnes, ouais. Violette, toi, tu as déjà. Attends, on va continuer juste un petit peu encore avec toi, Sophie. Justement, donc du coup, toi, tu voulais t'inscrire sur ce circuit cette saison. Tu as participé à la sélection skipper massif qui a été gagnée en fin d'année dernière par Charlotte Yvain. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette sélection dont on a pu voir les coulisses dans le film Candidate au large que nous avons présenté lors du Sailors Film Festival. Bah écoute, cette sélection, pour moi, elle était vraiment très très importante. Ça a été une semaine hyper éprouvante parce que je crois que j'ai en tout cas essayé de tout donner sur tous les plans, que ce soit sur les épreuves physiques, les épreuves sur l'eau. Alors évidemment, dans ces conditions-là, on réalise jamais parfaitement nos plans. Il y a eu quelques déceptions au tout début sur l'eau, le temps de se mettre dans le bain. Et puis, bah avec mes années d'expérience, je suis absolument persuadée que c'est sur ce circuit que j'ai envie de revenir. Donc évidemment, le résultat final, ça a été une frustration, mais bon, voilà, avec le temps, j'apprends à pas rester sur les frustrations, à prendre le positif, à rebondir derrière. Donc après ça, assez rapidement, je me suis rattelée à la tâche de travailler sur la communication, la recherche de partenaires, essayer de monter des projets, relancer aussi les skippers qui participaient à la Transat Paprec parce que ça c'était réellement un de mes objectifs, de pouvoir m'y aligner. Donc voilà, tous les objectifs sont pas remplis à 100%, mais en tout cas je suis hyper heureuse d'être sur cette ligne de départ.
Bon, Violette, toi, tu vas disputer la Transat Prec pour la deuxième fois, hein. Tu avais terminé 9e il y a 2 ans avec Alan Roberts. Tu en gardes quoi comme souvenir de cette Transat qui ne s'appelait pas Transat Prec il y a 2 ans, mais de cette Transat en double? Bah, c'était une vraie expérience. J'ai adoré cette expérience il y a 2 ans. Moi, j'ai énormément de souvenirs du début où on s'était complètement raté. On avait fait un départ OCS et on avait dû revenir sur la ligne. Et après toute la traversée du golfe de Gascogne, en fait, on était derrière parce que c'était tout droit au reaching et il se passait pas grand-chose. Mais après, je me souviens on a mené pas mal de comment de d'actions stratégiques vraiment différentes des autres. On est passé à l'extérieur du DST. Ensuite, on a refait des coups. On est parti un petit peu plus à l'ouest que les autres sur la descente du Portugal. Et puis après, sur la traversée de l'Atlantique, on est parti au nord avec un petit paquet, alors que la majorité des concurrents étaient partis au sud. Et en fait, pendant toute notre course, on a fait que de regagner des places, puisqu'on est parti donc dernier. On termine 9e sur 19, je crois. Donc c'était vraiment une belle expérience. Il y a eu des moments très durs avec les sargasses, mais il y a eu aussi des moments super beaux lorsqu'on a réussi nos coups stratégiques ou même l'arrivée, pour moi, elle était incroyable là-bas. Et puis la navigation dans les alizés, c'est super amusant, quoi. Le bateau plane tout du long. Enfin, c'est génial sur ce support. Ouais, c'était la toute première Transat sur un Figaro Beneteau 3. Est-ce que c'était engagé? Est-ce que tu as trouvé ça dur? C'était dur déjà pendant la préparation, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas combien de jours on allait passer en mer non plus. Donc tout ça, c'était assez dur de s'imaginer sur la Transat. Et puis ensuite, en mer, il y a eu des moments durs avec des moments de vent fort. Je me souviens du passage des Canaries avec énormément de vent où c'était assez impressionnant. Mais après, je pense que le plus dur de la Transat, ça a surtout été les algues en fait. Les sargasses qui se prenaient dans nos appendices. On a passé des jours entiers à pas tellement naviguer en fait, à juste enlever les algues des appendices parce que ça nous freine. Et donc ça, c'était vraiment le plus dur. Et puis c'est pas vraiment, on vient pas vraiment là pour ramasser des algues, donc c'est sûr que c'est compliqué quoi. Mais c'est un exercice mental en fait, faut être hyper déterminé, rien lâcher jusqu'au bout. Mais voilà, sinon non, ça restait quand même une super belle transat, j'ai adoré. Bon, et tu sais s'il y a toujours autant de sargasses sur votre route? Ah, je sais pas. On Surprise. verra. Sophie, toi, ça sera ta toute première Transat ou tu as déjà transaté? Non, non, ce sera ma toute première transatlantique, tout support, tout format de course. Bon, et quand tu entends Violette parler de son expérience d'il y a 2 ans, ça donne envie? Ah bah ouais, moi malgré tout, c'est vrai que j'en ai discuté un peu avec Guillaume et il me parle un peu de monotonie une fois que t'es dans les alizés, effectivement de ce point un peu noir et difficile à gérer que sont les sargasses. Malgré tout, voilà, c'est quelque chose que je connais pas. Rester plus longtemps sur l'eau, ça ne me fait pas vraiment peur. Euh, donc non, non, j'ai toujours aussi hâte d'y aller et hâte de voir ce que ça donne réellement. Ouais. Comment s'est fait ton association avec Guillaume? Bah, j'imagine c'est lui qui t'a choisi, mais est-ce que tu as eu d'autres, compte tenu de ton expérience, tu as quand même, comme tu le soulignais tout à l'heure, tu as déjà un peu d'expérience au large, tu as navigué en classe 40 avec Jonas Gerkens. Est-ce que tu as eu beaucoup de sollicitations et si oui, comment est-ce que c'est toi finalement qui a fait le choix final? Bah écoute, ça a été un petit un petit chemin du combattant. Très tôt, j'avais été sollicitée. Je pense que c'est plus un secret maintenant. J'avais été sollicitée par Basile bien avant même la sélection Massif. Donc je lui avais dit que, étant donné qu'il y avait la sélection Massif et qu'on ne connaissait pas encore le résultat, je pouvais pas lui donner de réponse et qu'il y avait aucun souci pour qu'il sollicite d'autres filles. Et puis il y a eu tout un passage d'incertitude totale sur la fin d'année. Tu vois, il y avait personne trop se manifestait. Et donc moi j'ai relancé 3-4 gars qui avaient pas encore annoncé leur co-skipper. Il y avait notamment Corentin Auro, Guillaume évidemment, et puis je ne sais plus lequel.
Et finalement, Guillaume, au tout début, c'était pas encore très clair avec la région Normandie qu'il puisse faire cette transat. Et finalement, la région a rajouté un peu de budget pour qu'il puisse partir. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a contacté. Au final, en février, je me suis retrouvée la même semaine à naviguer un peu avec Guillaume, un peu avec Gaston Morvan. Et le samedi, les deux me proposaient de partir. Donc il a fallu que je fasse un choix, au final, assez tardif, et ça a été hyper difficile parce que évidemment ce sont deux très bons marins. Et ce qui a fini par déterminer mon choix, c'est le fait que Guillaume, il a fait une année complète avec Alexis Loison, donc j'ai bien conscience qu'il a une très bonne connaissance de son bateau. De deux, il a fait cette même transat, et pour finir, évidemment, il court sous les couleurs de la région Normandie, donc il y a un petit côté, c'était un petit côté retrouvailles avec la région après avoir passé 4 années à courir sous les couleurs de la Belgique. Ouais. Bon, il y a la fibre normande a fini par parler. Camille, toi, c'était toi qui es skipper du Figaro Cap-Ingélec. Comment toi tu as fait ton choix? J'imagine que tu avais un petit peu l'embarras du choix, justement. Oui, c'est sûr. En étant une femme aujourd'hui, c'était un peu plus facile de trouver. Déjà, moi, je voulais me décider très tôt. Je voulais que début décembre, le choix soit arrêté. Parce que du coup, j'avais très peu de temps, comme j'ai récupéré mon bateau qu'en octobre 2022. J'avais très peu de temps pour vraiment monter le projet Transat. Et du coup, j'ai cherché quelqu'un qui avait de l'expérience en Figaro, de l'expérience sur la Transat, et également qui ait du temps disponible à me consacrer pour m'aider à construire ce projet-là. Donc j'avais contacté Gilles Damaé et Pierre Le Boucher, et en fait on a fait des essais avec Pierre et ça s'est super bien passé. Et donc voilà, donc on s'est décidé aujourd'hui à prendre le départ ensemble. Bon, et comment ça s'est passé? Vous avez eu le temps de vous entraîner? Est-ce que ça fait combien de temps que vous naviguez ensemble? Et raconte-nous un peu ton apprentissage du support et du duo que tu formes avec Pierre. Du coup, on a fait les essais fin octobre, donc on a tout validé. En fait, on s'est entraîné tout l'hiver ensemble, donc à La Rochelle où mon bateau est basé, avec le centre d'excellence voile de La Rochelle. Donc on a fait plusieurs blocs sur La Rochelle et un gros bloc également à l'Île-Dieu pour sortir un petit peu des conditions du Pertuis Rochelet. Et dans ces blocs-là, on a aussi calé quelques offshore. Et l'idée, c'était de se connaître aussi bien d'un point de vue humain sur l'eau que techniquement. Donc voilà, on s'est beaucoup entraîné en tout cas tous les deux. Bon, et comment s'est passé l'apprentissage du support? Est-ce que toi qui viens du proto, tu as navigué comme on disait sur l'ancien Arkema 3, on passe facilement d'un support à l'autre? Ça reste un bateau. Après, le Figaro demandait énormément de rigueur et de préparation, beaucoup plus que sur mon mini. Donc j'ai eu ces curseurs-là à remettre au bon endroit pour moi, à prendre la rigueur et à bien tout anticiper en fait. Et donc Pierre m'a énormément accompagnée également sur la préparation du bateau en vue de la transat, donc tous les petits trucs qui n'allaient pas et qu'on a essayé de résoudre pour pas que ça nous arrive en mer, que des problèmes nous arrivent en mer. Mais c'est sûr, c'est un bateau qui est compliqué physiquement, qui demande beaucoup d'engagement et donc et beaucoup de précision également. Toi, tu as un projet qui est sur plusieurs années ou comment tu finances un peu ton... Oui, j'ai énormément de chance avec mon sponsor Cap-Ingélec, donc qui m'a déjà accompagnée sur la Mini Transat. Et donc là, on a signé pour l'année 2023 et 2024 ensemble en Figaro. Et puis après, on verra bien ce qu'il en est et comment la situation évolue. Mais ouais, j'ai la chance d'avoir Cap-Ingélec. Bon. Violette, de ton côté, comment Sophie disait que Basile l'avait appelé, et donc j'imagine qu'il t'a appelé après. Comment ça s'est passé avec Basile et est-ce que toi aussi tu as eu j'imagine, ça n'a pas été ta seule proposition pour embarquer sur cette Transat Paprec? Oui, j'ai pas eu, j'ai eu plusieurs propositions. Et en fait, je connaissais Basile depuis 1 an puisqu'on s'est entraîné à Port-la-Forêt ensemble. Et j'aimais beaucoup son projet. Enfin, j'aime bien l'esprit de son projet. Et voilà, je m'entendais bien avec Basile. Donc, on est parti sur la Transat. Enfin, j'ai décidé de partir avec lui. Voilà. Et là, vous avez eu le temps comme Camille de vous entraîner. Camille disait elle a eu plusieurs semaines d'entraînement. Vous, c'était plutôt du côté de Port-Laf, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait 3 semaines de stage en double.
On a fait aussi, donc dans ces 3 semaines, un offshore, donc c'est-à-dire on est parti pendant 24 heures en mer. Et puis on a fait le trophée Laura Verne ensemble et on termine 4 sur ce trophée, donc c'était plutôt chouette, c'était un bon résultat, on était contents. Et voilà, ça nous a permis déjà de nous tester, de faire des naves de nuit, etc., de voir le rythme à bord. Ouais. D'accord. Sophie, est-ce que vous aussi vous avez eu le temps de, même si le projet a démarré peut-être un peu plus tard, le duo en tout cas que tu formes avec Guillaume s'est constitué plus tard. Est-ce que vous avez eu le temps de quand même de préparer un minimum cette Transat Paprec? Ouais, un minimum, ouais. En fait, la semaine après cette petite phase de casting, Guillaume partait sur une tentative de record de traversée de l'Atlantique avec Sodebo. Et donc le stage double, donc cette petite nuit en mer Ouais. organisée par Port-la-Forêt, je l'ai fait avec Seb Cole et Thierry Chabani. Et après, Guillaume partait sur la Solomètre Coque. Donc on s'est retrouvés effectivement une semaine, je pense, avant le trophée Laura Vergne pour s'entraîner ensemble sur l'Orient. On a fait quelques sorties tout seuls, surtout pour se caler sur les manœuvres et notre fonctionnement à bord tous les deux, dans des conditions assez toniques. Et puis, bah, on a couru rapidement derrière le trophée Laura Vergne qui s'est bien terminé pour nous puisqu'on termine premier. Après une grosse bataille avec, bah, notamment avec l'équipage de Camille, de Violette et puis de Corentin Auro, accompagné de Pauline Courtois aussi. D'accord. Avec Guillaume, vous vous connaissiez ou c'est la première fois que vous vous côtoyez? On s'est croisés de loin. Je pense qu'on connaît assez bien nos parcours respectifs parce qu'on est tous les deux ici du pôle normand et qu'on a tous les deux eu comme entraîneur Cédric Château sur nos différentes pratiques précédentes. Et après, on a dû se croiser un tout petit peu sur le tour voile en Diam 24, quoi, mais plutôt de loin. Donc, on n'avait pas encore partagé beaucoup de moments de vie, on va dire, ensemble. Bon, vous aurez le temps de discuter pendant les 3 semaines de la Transat. Justement, on va parler de cette Transat et donc de ce nouveau format avec une course qui, pour la première fois, passe en double mixte. Comment vous accueillez un peu ce format et est-ce que vous pensez qu'il fallait en passer par là pour permettre l'accès plus facilement aux femmes à la navigation au large? Sophie, on va continuer avec toi. Bah écoute, je me suis déjà pas mal exprimée sur le sujet. Je trouve ça bah, génial d'offrir l'opportunité à des filles de pouvoir faire cette transat, ça c'est cool. C'est clair que s'il n'y avait pas eu cette imposition de la mixité, eh bien peut-être qu'on ne serait pas là. Après, je trouve ça un peu dommage d'être obligé d'en passer par là. Ce qui me donne un peu plus d'espoir, c'est ce qui s'est passé sur la PLM en mini, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois maintenant, entre 80 et 85 équipages mixtes sur cette course pour laquelle la mixité a été imposée. Donc, le passage à la mixité n'a pas, en tout cas, terni le nombre de participants en mini. Ici, sur la Transat Paprec, je ne sais pas me prononcer sur cette question. Mais voilà, écoute, moi je peux pas non plus critiquer quelque chose qui fait que potentiellement je suis là aujourd'hui. Donc voilà, s'il faut en passer par là, c'est une bonne chose. Ouais, on rappelle effectivement sur la Plastimo Lorient Mini, il y avait 85 duos mixtes sur cette course sur laquelle la mixité avait été également imposée. Violette, quel est un peu ton avis sur cette question qu'on va sans doute beaucoup vous poser la question d'ici le départ dimanche sur les pontons de Concarneau. Ouais, je pense que imposer la mixité, ça a permis de révéler pas mal de profils, en tout cas sur cette course. Et même en Figaro, on observe que maintenant il y a des sélections pour les femmes. Et on a l'exemple de Elodie Bonafou qui sont passées par là, Chloé Lebars ou même Charlotte Yven maintenant. Et en fait, ça a permis de révéler leur profil, de leur donner leur chance aussi avec un beau projet. Et on se rend compte qu'en fait, les filles jouent super bien sur le circuit et ouais, je pense qu'on a clairement notre place dans le circuit. Après, il faut oser venir, il faut oser monter un projet, trouver ses partenaires toute seule.
Donc j'espère que ces courses-là, ces quotas en fait pour le moment vont permettre de révéler des profils, de montrer que les femmes ont leur place et qu'ensuite elles viendront d'elles-mêmes. Mais en tout cas, ouais, j'espère que on va pas avoir ça pendant trop longtemps, que c'est juste une passe en fait. Mais en tout cas, je trouve ça très bien et même moi, je pense que c'est grâce aux sélections que je suis arrivée sur le circuit Figaro. En fait, j'ai fait une première sélection CMB, je termine deuxième et après je me suis dit bah en fait c'est ça, il faut que je continue et j'ai osé monter mon projet grâce à ça. Donc voilà, je pense que ça permet oui de faire venir beaucoup de monde en tout cas sur ces courses. Camille, est-ce que pour toi, quelque part, le fait que cette Transat Paprec soit passée en double, ça a créé un espèce d'appel d'air? Est-ce que ça t'a quelque part incité plus rapidement à te présenter au départ de cette course? Non, pas du tout, parce que moi, comme Violette, j'ai fait les sélections CMB en 2021. Et j'étais dans les finalistes, mais voilà, c'est Chloé qui a été choisie. Et dans tous les cas, pour moi, c'était clair que derrière, fallait que je monte mon projet Figaro si j'étais pas prise. Et j'avais comme objectif la Transat Paprec. Et à ce moment-là, elle se courait pas forcément en mixte. Donc en tout cas, moi, c'est pas du tout un fait qui m'a fait choisir la Transat Paprec. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses du coup du fait qu'on impose ce format double mix? Tu penses que c'est comme Violette et Sophie que c'est une bonne chose parce que ça permet effectivement de révéler de nouveaux profils? Bah, c'est sûr, aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de femmes, on n'a jamais eu des quotas comme ça de 50% de femmes au départ d'une course. On peut rappeler que la dernière Route du Rhum, sur 135 skippers, il y avait même pas 7 femmes. Ouais. Donc, c'est chouette du coup parce qu'on arrive à atteindre ces 50% et qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont motivées pour rentrer dans ce monde de la course au large. Après, je partage l'avis de Sophie et de Violette où je trouve ça dommage d'en arriver à imposer cette règle-là sur une course aussi importante. Et du coup, bah, peut-être d'empêcher des duos non mixtes de participer aussi. Ouais. Tu penses que justement que le fait qu'il y ait 11 bateaux au départ, c'est lié, du moins c'est un nombre assez faible. Je pense que l'organisation espérait plutôt 15 que 11 au départ. Ouais. Est-ce que c'est lié à ça ou il y a peut-être d'autres raisons? Si, je pense que c'est forcément lié. On n'est pas beaucoup de femmes à avoir envie d'aller sur le circuit Figaro. Donc pour trouver quelqu'un qui soit motivé et qui ait cette envie de faire la Transat, c'est pas forcément évident pour les garçons, je pense. Ouais. C'est une bonne question que tu soulèves et justement ce circuit Figaro, d'une façon plus générale, hein, qu'on soit homme ou femme, on a l'impression, Sophie, toi tu le connais un petit peu parce que tu as quand même navigué plusieurs années sur ce circuit, même si c'était surtout sur du Figaro 2 à l'époque. On a l'impression que ce circuit fait un petit peu peur d'extérieur et que ça explique peut-être aujourd'hui que là où il y a un engouement incroyable pour la classe mini, la classe 40 et les autres classes, il y a un engouement, plutôt un essoufflement sur la classe Figaro. Comment tu juges ça, Sophie? Bah ouais, je trouve ça toujours un peu triste pour la classe Figaro. Maintenant, je sais pas l'expliquer parce que du coup, avec ce petit manque d'engouement par rapport aux autres classes, finalement la classe Figaro devient presque plus abordable, même le circuit Figaro que le circuit mini. Et surtout, ce qui se passe dans le circuit mini aujourd'hui, je trouve ça hyper difficile à défendre auprès de sponsors. Tu vois, quand tu as tu veux te faire un programme de régate pour préparer la mini transat. Au final, il y a des tirages au sort. Tu peux plus faire toutes les courses de préparation. Et donc, je trouve ça, du coup, difficile à vendre et à porter comme projet. Ça devient même des projets sur 3 ans, finalement plus long que ce qu'on peut faire en Figaro. Donc, j'avoue que je l'explique pas du tout. En plus, alors peut-être qu'à l'époque, le circuit Figaro faisait un petit peu peur, effectivement, parce que il a toujours été réputé comme très sérieux, très professionnel, demandant beaucoup d'énergie et de travail et un travail d'excellence. Aujourd'hui, on observe en même temps que plus il s'ouvre sur d'autres courses et plus il y a une nouvelle génération de marins qui arrive dessus et un gros renouvellement, en tout cas du plateau sur la solitaire. Donc j'espère que ça, plus l'arrivée du tour voile, ça va le redynamiser, donner la possibilité à des jeunes de venir s'essayer grâce au tour voile et donner des vocations pour se lancer sur la course en solitaire, quoi. Ouais.
Camille, justement, toi qui arrives de la classe mini, j'imagine que avec tes anciens collègues, même si tu les croises encore souvent, ministres, vous discutiez de l'avenir. Est-ce que tu as le sentiment parmi certains ministres qu'il y avait un peu une crainte d'aller sur ce circuit? Quelle est un peu l'image renvoyée par le circuit Figaro? Je pense en tout cas quand moi j'ai fait ma mini, c'est clair que le circuit Figaro, c'est pas qu'il faisait peur, mais la mini, c'est quelque chose qu'on peut faire sur 2 ans. Et en gros, on a un travail, on se dit on prend 2 ans de bonheur et d'aventure humaine et sportive. Et puis voilà, après c'est fini. Le Figaro, pour moi, c'est vraiment un tremplin qui va nous amener sur un support plus gros, que ce soit du 1050, de l'IMOCA ou du classe 40. Donc c'est vraiment pour construire un projet sur du long terme. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres n'étaient pas forcément prêts à passer ce cap-là. Après, avec effectivement l'engouement que rencontre la classe mini, le fait qu'aujourd'hui un projet mini transat, ça se fasse pas en 2, mais presque 4 ans. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui partent directement sur du circuit Figaro. On peut parler de Malo Wesley, par exemple, qui est à La Rochelle aujourd'hui. Ouais. Il pensait faire une mini et en fait, qui s'est dit en 4 ans, c'est pas possible, autant de passer directement sur du Figaro. Donc je pense que la classe a des belles années devant elle, avec cet engouement qui va monter petit à petit, et puis le Tour France, si ça continue comme ça aussi. Violette, tu es aussi passée par la case mini avant d'arriver en Figaro. Pour toi, c'était un débouché logique, la classe Figaro. Tu la vois aussi, tu l'avais aussi vu comme ce que disait à l'instant Camille, comme un tremplin. Oui, je la voyais comme un tremplin et pour moi, c'est vraiment la prépa avant d'entrer en grande école. Donc, c'est une phase très importante pour progresser, pour apprendre. Et je me souviens que ma première année en Figaro, il y avait pas mal de concurrents vraiment expérimentés et c'était trop chouette en fait de se retrouver sur cette classe-là. Après, au moment où j'ai pris ma décision de partir en Figaro, beaucoup de personnes m'ont dit tu vas voir ça va être super dur, c'est horrible, personne ne cède, ou il y a pas forcément une bonne ambiance ou quoi. Et en fait, je trouve que c'est pas vraiment vrai. Enfin, il y a quand même une super ambiance et puis c'est vrai que maintenant, vu que c'est une petite famille, la classe Figaro, je trouve ça chouette en tout cas et on partage plein de choses. Donc voilà, moi je trouve que la classe Figaro c'est génial et c'est pour ça que j'ai autant envie d'y retourner. Et puis après le format des courses est juste incroyable en fait. On retrouve ça nulle part ailleurs avec des bateaux de course au large en monotypie, c'est incroyable. Ouais. Et finalement, comme le disait tout à l'heure Camille, il y a un gros renouvellement dans cette classe qui fait que toi, presque au bout de 3 ans, t'es presque une ancienne, quoi. Bah, c'est vrai que ça fait bizarre ça, oui, mais c'est chouette en tout cas qu'il y a un bon renouvellement et ça fait un peu une nouvelle ère en tout cas dans la course au large. Donc je trouve ça vraiment bien qu'il y ait plein de jeunes qui se lancent là-dedans. Bon, 11 bateaux au départ de cette Transat Paprec, mais un plateau finalement qui est assez homogène, hein. Quelque part, est-ce qu'on peut dire que toutes les trois, vous jouez la victoire? On va continuer avec toi, Violette. Oui, je pense que oui, à mon avis, on joue toutes les trois la victoire. Bon, sur cette course, on n'est pas nombreux puisqu'on est 11 bateaux, mais au final, on est nombreux à être capables de gagner. Donc ça, c'est super chouette parce qu'il y a très peu de bateaux, mais beaucoup de niveaux. Donc je sais pas combien exactement, mais je dirais qu'il y a bien la moitié de la flotte qui est capable de jouer la victoire. Bon, si tu devais nous présenter les atouts du duo Basile Bourgnon, Violette d'Orange. Les atouts, je dirais que on va, nous, on est plutôt, on va tenter quoi, on va tenter je pense des coups stratégiques. On a vraiment envie de s'amuser sur cette course et puis on a une bonne vitesse et ensuite on a aussi l'expérience parce que même si on est les plus jeunes, je crois que Basile en est à sa 5e transat et moi j'ai déjà fait celle de la transat Paprec, enfin celle d'il y a 2 ans, je veux dire. Donc on a quand même une expérience qui peut être importante peut-être par rapport aux autres, je sais pas. Ouais. Bon, effectivement, Basile, il est assez réputé pour être, en tout cas, ce qu'il a montré jusqu'ici sur sa seule année de Figaro, qu'il a montré qu'il était assez joueur. Sophie, même question. J'imagine que l'attelage que tu formes avec Guillaume, c'est pour gagner, hein. On rappelle que Guillaume a terminé deuxième de la solitaire du Figaro l'année dernière. Quels sont les atouts de Région Normandie?
Bah écoute, c'est pas facile de parler sur du si court terme, mais en tout cas, on s'est rassuré effectivement sur notre vitesse pendant le trophée Laura Vergne. Je pense que la vitesse sur un parcours aussi long, c'est vraiment important. Ça permet de rattraper des coups et de rester un peu avec la meute. Le deuxième point fort, bah, c'est l'expérience que Guillaume a pu partager avec Alexis, qui lui, si je me trompe pas, a fait 2 ou 3 transats AG2R à l'époque. Donc c'est sûr que ça a dû le faire grandir assez rapidement. C'est clairement pas mon expérience en transat qui va qui va nous aider, mais je vais essayer de faire mon possible. Et puis après, on a vu rapidement que tout ce qui était manœuvre, conduite dans le vent fort, tout ça, enfin, je pense qu'on est assez serein sur notre capacité à mener le bateau dans des conditions variées. Donc voilà nos atouts. Et puis après, je pense qu'on est deux personnes assez calmes aussi, donc j'espère qu'on saura trouver les bons modes de fonctionnement pour prendre les bonnes décisions. Bon, c'est important d'être calme sur une transat de 20 jours ou un peu moins, comme ça, même si, comme tu le disais, t'as pas encore eu l'expérience. Bah, je pense que c'est important d'être patient, de savoir décortiquer et d'analyser les situations et de très vite être capable aussi de voir quand c'est difficile et pour en parler et assez vite reprendre la main sur ces situations, quoi. Ouais, ouais, ouais. Camille, de ton côté, quels sont un peu les atouts du duo que tu formes avec Pierre Le Boucher, hein, qu'on rappelle qui a quand même pas mal d'expérience maintenant sur le support et sur les transats. Bah écoute, comme tu viens de le dire, on va pouvoir profiter déjà de l'expérience de Pierre en termes de transat. Après, je pense que notre point fort, c'est qu'on s'est vraiment beaucoup entraîné ensemble cet hiver, qu'on a préparé aussi le bateau ensemble, et donc on se connaît très bien, et on commence à bien connaître notre bateau aussi. Et puis bah on l'a vu sur le trophée Laura Vergne, on fait une 3e place. Donc globalement, le bateau va bien et nous ça se passe bien à bord. Donc ça devrait être pas mal sur la transat. Bon, toi, vous aussi, c'est la victoire que vous visez, le podium. Qu'est-ce que vous vous donnez des objectifs? Bah c'est sûr, on n'a pas envie d'être dernier sur une course comme ça, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour être à la meilleure place possible. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a à bord entre vous deux, vous êtes calés sur la façon dont vous allez fonctionner? Est-ce il y a une répartition des rôles précises ou sur une transat de 3 semaines comme ça, c'est deux solitaires qui s'additionnent? Non, du tout. Je pense que pour moi, on peut mettre 2 prix Nobel ensemble sur le même bateau. S'ils savent pas communiquer ou se répartir les rôles, ça marchera pas. Donc c'est également un point, la communication, qu'on a énormément travaillé cet hiver avec Pierre. Bien évidemment, en prenant en compte son expérience et la mienne, on s'est réparti les rôles en fonction, en fait. Et l'idée, c'est qu'à bord, chacun ait son rôle, sa place, et qu'on se marche pas dessus, quoi. D'accord, mais ça veut dire que il y en a un qui va s'occuper particulièrement de la météo, l'autre qui est sur la marge du bateau, ou par exemple s'il y a des décisions stratégiques importantes à prendre, c'est toi, lui, qui va trancher, c'est toi la skipper du bateau? Bah, c'est moi la skipper, mais on va profiter de l'expérience de Pierre, donc c'est clair que si à un moment il faut trancher d'un point de vue stratégique, je pense que Pierre aura le dernier mot. Après, je suis aussi là pour apprendre, donc je pense que la partie météo va être plutôt pour moi derrière. D'accord. Ouais. Violette, toi, avec Basile, vous avez sensiblement la même expérience. Tu as un petit peu plus d'expérience que lui en Figaro. Est-ce que là aussi, il y a une répartition des rôles précise, une communication importante? Raconte-nous comment vous fonctionnez, comment vous allez fonctionner sur cette transat. Un peu de la même manière que Camille, c'est-à-dire que il faut vraiment qu'on partage plus la météo, la stratégie, qu'on en discute. Et puis après, je pense que on va vraiment prendre nos décisions à deux, on va poser le pour et le contre. Et par contre, quand on va dans le sens d'un des deux, on y va à fond et il n'y a pas de retour en arrière ou il n'y a pas de critique de la part de l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être d'accord et, euh, et puis après être déterminé sur je dirais le coup qu'on a choisi de réaliser, quoi. Bon, et à bord de Région Normandie, Sophie? Ouais, et ben écoute, à bord de Région Normandie, on s'est effectivement bien réparti les rôles de manière précise.
Par exemple sur les manœuvres, ça c'est fixé, ça bougera pas. Et puis sur la météo, comme moi j'ai pas encore vécu de transat, je me suis un peu, voilà, j'ai discuté avec par exemple Alexis qui nous suit un petit peu, de savoir quel transat en tout cas il avait préféré en termes de prise de décision stratégique. Et a priori c'était celle avec Guillaume où la prise de décision, la dernière décision en tout cas était pour Alexis. En fait, je pense que dans les moments un peu chauds, il faut quand même que y en ait un des deux qui tranche et que quand il n'y a pas le temps de discuter, il faut le suivre quoi. Et donc je pense qu'on va partir sur ce même principe et cette fois-ci c'est Guillaume le skipper du bateau et donc c'est lui qui tranchera en dernier lieu. Violette, toi qui as déjà l'expérience d'une transat en double en Figaro 3, raconte-nous un petit peu comment on vit les derniers jours qui te séparent du départ dimanche. Comment là tu es à Lorient encore, mais que tu vas arriver quand à Concarneau et comment tu rentres dans ta bulle sur une transat. C'est assez différent puisque il y a 2 ans, c'était vraiment ma première traversée en Figaro, donc j'étais un peu stressée quand même. Et je me souviens que les conditions étaient vraiment pas faciles pour partir, donc j'étais beaucoup dans le bricolage du bateau. Là, maintenant, sur cette année, on se sent prêt. En tout cas, il y a moins de choses à faire sur le bateau et on se concentre vraiment sur la météo. Les derniers jours là, comment ils vont se profiler en fait. Hier on était sur le bateau, même aujourd'hui on était sur le bateau pour bien tout préparer l'avitaillement, etc. Et il nous reste quelques jours maintenant pour nous concentrer aussi sur les voiles puisqu'on récupère nos voiles assez tard. Donc ça va être le petit challenge de sortir pour aller tester les voiles. Et puis ensuite, les derniers jours on se consacre quasi complètement à la météo. On fait nos routages, on étudie tous les scénarios possibles, ça nous prend beaucoup de temps et on a les derniers briefings avec le pôle et avec l'organisation. Donc voilà, en fait les derniers jours sont assez chronométrés, on a pas mal de choses à faire au final. Et puis après c'est important aussi de se détendre en tout cas et de faire une petite préparation mentale aussi avant de partir, je pense. Ouais, toi tu travailles en particulier avec un préparateur ou une préparatrice mentale? Ouais, je travaille depuis que je suis toute petite, depuis 8 ans avec une préparatrice mentale et c'est toujours la même. Et donc elle va venir samedi, même vendredi pour venir nous voir. Et puis et on va travailler déjà toutes les deux sur une séance. On fait de la sophrologie, mais on fait aussi plein d'autres choses. Enfin, c'est beaucoup de visualisation et c'est hyper important. Enfin, moi, je fais toujours ça quelques jours avant de partir. Je fais des débriefs après avec elle, après la course. Et voilà, donc c'est hyper important pour moi, ouais. Et sur la météo avec Basile, en dehors du pôle, est-ce que vous avez une aide en plus? Est-ce que vous vous appuyez sur d'autres compétences que celles du pôle? Non, non, non. Non, Sur d'accord. Ouais. celle du pôle et puis nous, on travaille aussi à fond là-dessus. Sophie, pareil, vous avec Guillaume, vous allez travailler la météo avec le pôle là en groupe? Entre autres, oui, Joker. Joker, ça veut dire qu'il y a un joker dans la poche. Non, du coup, vous faites, tu imagines Alexis Loison va venir vous donner des petits conseils, non? Non, pas forcément Alexis, mais effectivement, on sollicitera sans doute un avis extérieur pour la préparation des routages. Ouais. Bon, on n'en saura pas plus. Juste pour finir sur cet épisode, on va parler un petit peu de vos projets respectifs, de la suite de la saison. On va continuer avec toi, Sophie. Quel va être pour toi l'après Transat Paprec? Écoute, l'après Transat Paprec, ça va être de rentrer le plus vite possible pour faire des tests avec un skipper en IMOCA afin de valider ou pas notre duo pour courir d'abord la Rolex Fastnet Race en tant que course de qualification et potentiellement la Transat Jacques Vabre derrière. Donc ça n'a pas, comme tu le vois, ça n'a pas beaucoup bougé depuis cet hiver parce que pour le moment le bateau était en chantier, donc on n'a pas encore pu naviguer ensemble et voir si ça matchait pour préparer la saison. D'accord. Tu ne diras pas le nom, il va falloir qu'on tente de le faire par déduction. Non, je peux toujours pas dire le nom mais ça va venir vite finalement, ce n'est que dans un mois. Oui, bien sûr. Donc, et si ça marche, donc ça veut dire que toute la seconde partie de saison, tu la consacres à ce projet IMOCA.
Ouais, absolument, parce que pour le coup, bah oui, l'IMOCA, j'en ai jamais fait, donc je pense qu'il y aura fort à travailler et beaucoup de temps à passer sur le bateau et sur l'eau pour être au top en fin de saison. Bon, bah, IMOCA, Violette, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est dans ta tête. Tu ne le caches pas, tu envisages, tu tentes de monter, et même tu as monté un projet pour faire le prochain Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où tu en es concrètement? Bah, je peux pas rentrer dans les détails, c'est toujours un petit peu pareil, mais bien sûr, le projet avance bien. On a fait l'acquisition du bateau et puis là, on est on termine en fait de signer les contrats avec les sponsors. Donc voilà, c'est assez compliqué, je vous le cache pas. Donc on est passé par plein de phases depuis maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la recherche des sponsors pour le Vendée Globe. Et voilà, donc on continue d'avancer. L'idée, c'est de mettre le bateau à l'eau début juillet. Et puis après, de pouvoir s'entraîner à fond pour pouvoir être prêt pour la Transat Jacques Vabre et le défi Azimut. Donc voilà, c'est un gros projet et j'ai hâte en tout cas. Et je commence à vraiment me préparer. Et donc cette Transat, elle fait vraiment partie du jeu pour se préparer bah, déjà au double et puis ensuite pour avoir une expérience de plus en Transat. Et voilà, donc c'est une belle préparation. Donc c'est bien l'IMOCA de Jean Le Cam, hein, dont tu as fait l'acquisition, hein, c'est toujours le même bateau. Oui, c'est ça, c'est le Ah bateau ouais. Hubert, l'ex Yes We Can. Donc oui, c'est un super bateau, un bateau à dérive qui est hyper performant et qui est fiable en tout cas pour un premier projet Vendée Globe. Donc je pouvais pas espérer mieux pour récupérer un bateau comme ça. Donc ouais, c'est un beau projet en tout cas. Bon, on a beaucoup parlé de course au mille récemment avec l'histoire de Clarisse Kramer. Est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude de ton côté, parce que tu pars forcément de zéro dans cette course au mille. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou pas vraiment? Bah, honnêtement, ça me stresse pas vraiment. Je continue d'avancer, de monter mon projet du mieux que je peux. L'idée, c'est de rien regretter à la fin du projet, mais oui, il y a cette course aux 1000, mais bon, c'est d'abord réussir à faire les 2 qualifications. Une première traversée cette année, donc qui est le retour de la Transat Jacques Vabre, et ensuite réussir une des 2 traversées prévues au programme de l'année prochaine. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de réussir ces 2 qualifications pour être sur la ligne du départ du Vendée Globe. Après, il y aura peut-être une histoire de 1000 à la fin, mais ça, c'est pas sûr du tout. Ça va dépendre du nombre de concurrents. Et aujourd'hui, je sais plus exactement le nombre de projets qui sont validés, mais je crois qu'il y a 26 inscrits ou entre 21 et 26 inscrits pour le Vendée Globe et il y a 40 places. Donc voilà, il y a personne aujourd'hui, personne n'est vraiment qualifié sauf Wildcard et ça on sait pas encore qui l'aura, mais personne n'est vraiment qualifié pour le Vendée Globe. Donc voilà, je continue de faire mon chemin, j'avance et puis on verra bien. En tout cas, c'est quelque chose que je peux pas forcément contrôler, donc ça sert à rien de se faire du sang d'encre là-dessus. Bon, en tout cas, le projet a l'air en bonne voie. Donc on va te voir sur un IMOCA d'ici la fin de l'année. Normalement, oui. Camille, on va terminer par toi. Toi, bah, tu le disais tout à l'heure, c'est 2 ans de Figaro, ça va être la priorité absolue pour toi, ou est-ce que, comme souvent, parfois les figaristes aiment aller naviguer de temps en temps sur d'autres supports, faire une petite Transat Jacques Vabre en classe 40 ou sur un autre support. Et raconte-nous un peu quels sont les objectifs pour toi. Alors pour moi, je pense que bah, dans tous les cas, c'est clair que j'ai envie de faire ma carrière en course au large et que du coup, le Figaro est un excellent support pour apprendre. Donc, j'ai pas du tout envie de précipiter les choses. L'idée, donc j'ai signé pour les 2 prochaines années, donc jusqu'à fin 2024. Mais si derrière, je peux renouveler mon contrat et refaire au moins 2 ans encore en Figaro avec Cap-Argilac, ce serait vraiment une bonne chose, je pense. Ouais, quand tu entends parler Violette de son projet IMOCA, ça fait rêver? Ah bah complètement, ça me fait rêver, ça c'est sûr. Mais j'ai pas son expérience aujourd'hui en Figaro pour pouvoir me lancer comme ça en IMOCA du jour au lendemain, quoi. Donc je préfère ouais, prendre le temps en Figaro, mais c'est clair que c'est dans un coin de ma tête et que j'y pense très régulièrement à ce projet IMOCA.
Eh ben très bien. Eh ben merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps dans cette semaine qui va être chargée pour venir nous parler de cette Transat Paprec et de Circuit Figaro pour cet épisode de Pause Report. On se retrouvera pas la semaine prochaine parce que je vais faire une petite pause la semaine prochaine. Le 117e épisode de Pause Report, ce sera pour le mardi 8 mai. Et ben d'ici là, bon départ à toutes les trois, bonne Transat Paprec qu'on va suivre bien évidemment avec passion sur la cartographie. Et bonne semaine, bonne préparation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Axel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!